Très heureux d'accueillir une représentation quasi exhaustive de l'économie française pour parler de la fidélisation des talents et des hauts potentiels. Nous avons Charlène, la petite start-up jeune pousse Sparkly, elle vous en dira plus tout à l'heure. Alexandre, Talentsoft, plateforme de gestion des ressources humaines et de la formation qui vient de lever 50 millions de dollars, donc notre licorne. Suzanne, l'agence de communication globale qui dirige le département communication RH avec des clients assez prestigieux comme SNCF, Engie, l'Armée de Terre. Olivier, CNP, assurance, société d'assurance que tout le monde connaît, société française, 5000 salariés, mais avec une implantation internationale, notamment troisième acteur de l'assurance vie en Europe, et des implantations ou acteurs de référence comme au Brésil. Et enfin, une société dont la marque, vous êtes tous connus, Airbus. Airbus, 130 000 salariés dans le monde. On les connaît pour forcément les avions, mais c'est aussi du spatial, c'est aussi de la cybersécurité, c'est aussi du service, c'est aussi des hélicoptères. Tous sont passionnés de ressources humaines et vont vous partager leur point de vue personnel comme professionnel sur la fidélisation des talents. Forcément, j'ai oublié mes notes, il faut que je les reprenne. Aujourd'hui, on le voit, toutes les études le montrent, le turnover ne cesse d'augmenter aussi bien en France qu'à l'international. En l'espace de 3 ans, le taux de turnover a augmenté de 3%. Alors, on est passé de 10 à 13 en France, ça peut paraître peu, mais c'est beaucoup, surtout qu'on a des métiers en tension, vous le savez tous. Également, près de la moitié des jeunes talents changent d'entreprise au bout de 3 ans parce qu'ils ont envie de multiplier les expériences, d'avoir une expérience plus riche. Donc aujourd'hui, pour les entreprises, vous le savez, c'est une vraie problématique, un vrai enjeu de fidéliser les talents. Frédéric, si je peux me permettre de commencer par vous, moi quand j'ai commencé à bosser, les critères de motivation, de fidélité, c'était de partager la vision de l'entreprise, d'avoir une vision de ses objectifs et des moyens qu'on se donnait. Aujourd'hui, je ne pense plus que ça fonctionne comme ça. De votre point de vue, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les talents deviennent fidèles et s'attachent à une entreprise? Alors, si je me permets, je reprends d'abord les mots que vous avez dit pendant l'introduction, Benoît. C'est même dans une entreprise où le turnover n'est pas si gros, puisqu'on a la chance d'avoir des turnovers inférieurs à 2%, on a des secteurs où on est 10, 15%, puisque dans une entreprise qui a des activités aussi différentes, on a tous le problème, quelle que soit l'entreprise. Donc, si je compare à ce que j'ai connu moi personnellement il y a 25-30 ans, on était très content en tant que salarié quand on arrivait et que le patron nous expliquait la vision de l'entreprise. Je me souviens des visions qu'on donnait à 15 ans, comment on veut aujourd'hui continuer à prévoir à 15 ans. Donc, en fait, aujourd'hui, je pense que oui, c'est un minimum que d'avoir une vision de l'entreprise, mais ce que demandent les talents, ce que demandent tous les collaborateurs aujourd'hui, c'est de participer à la création de cette vision. Donc, après, comment on le fait ? On peut avoir plusieurs approches. En interne, c'est simplement d'avoir des sounding box, des groupes de 10, de 50, de 100 collaborateurs qu'on prend dans des fonctions, dans des divisions, dans des pays différents, on les fait travailler ensemble. C'est d'avoir des amis de l'entreprise en externe. Ça se construit avec le temps. C'est d'avoir des programmes d'acquisition de talents, mais on ne les embauche pas. En fait, ça devient des groupes avec lesquels on travaille sur une vue externe à l'entreprise qui peuvent devenir un jour des collaborateurs de l'entreprise. Et on peut en ajouter, de recruter aussi, d'avoir des niches et d'amener dans l'entreprise des gens qui ont des perspectives tout à fait différentes et de créer des BizLabs à l'intérieur de l'entreprise de façon à aider les collaborateurs, en plus de leur boulot, à aller travailler sur des projets pour l'entreprise ou pour d'autres entreprises. Olivier, les services financiers, a priori, ce ne sont pas un secteur particulièrement attractif ou pas perçu comme tel, en tout cas. Pour vous, qu'est-ce qui freine l'attractivité? Alors, je m'attarde effectivement sur perçu comme tel, parce que je ne pense pas que ce soit une question de réelle attractivité, c'est sans doute en effet une question de perception. Je crois que c'est Deloitte qui avait fait une étude auprès d'un vaste échantillon d'étudiants au niveau international, et le secteur financier était classé au 18e rang sur 30 industries, donc effectivement, l'attractivité perçue n'était pas très élevée. En tout cas, pour ma part, il y a au moins 2 éléments d'explication, sans doute. Il y a tout d'abord, si on s'intéresse à vous, les étudiants, qui êtes très nombreux dans la salle aujourd'hui, la perception que vous en avez à l'âge qui est le vôtre. Alors évidemment, je pourrais, mais je crois qu'on n'aura pas le temps de demander dans l'assistance ce que vous savez de l'assurance, de ces produits, de ces métiers.
En tout cas, lorsque j'ai pu poser la question à mes étudiants en école de commerce en début d'année, bien souvent on me parlait de mes premières assurances pour mon scooter, mon véhicule, pour mon logement, pour mon doudou éventuellement, mais finalement, et c'est normal dans le cycle de vie, on n'a pas forcément la conscience de tout ce que peut apporter en termes d'accompagnement, de protection un assureur. Si je me centre un petit peu sur l'assurance que je connais mieux que la banque, puisque vous le verrez dans quelques années, on vous accompagnera notamment dans la gestion de votre épargne, de vos placements. L'assurance vie que Benoît a cité, c'est quand même le placement préféré des Français. C'est 1700 milliards d'euros gérés, qui finance une bonne partie de l'économie française d'ailleurs. C'est aussi la protection de vos futurs conjoints, de vos futurs enfants. Hein, donc tous ces métiers de protection ne sont pas forcément à l'esprit des jeunes diplômés. Il y a effectivement, du coup, si j'en reviens à cette première explication, sans doute, à cette perception dans le cycle de vie de ce que sont les métiers de l'assureur. Et puis, deuxième explication sans doute, enfin il y en a d'autres, hein, mais c'est, et si je me recale sur ce que cette étude de Deloitte mettait en exergue, la perception d'un secteur d'activité, alors certes qui offre en point positif des rémunérations relativement attrayantes, hein, le secteur financier au sens large, un secteur plutôt stable, mais un secteur peu innovant. Ça, c'est vraiment une perception assez répandue dans l'esprit des étudiants. Or, c'est complètement faux, en fait. C'est un secteur qui a entamé sa mutation, sa transformation il y a bien des années, qui en opère une accélération et qui a besoin de talents nombreux et variés, effectivement, pour cette accélération. Hein, que ça va, évidemment, dans la digitalisation des relations avec les assurés, les offres qui évoluent, qui deviennent plus personnalisées, qui s'adaptent aux nouveaux usages. C'est le recours à des technologies de chatbot, de voicebot, enfin de l'IA au sens large. Et effectivement, il nous faut de nombreux talents pour accompagner ces évolutions. Merci. Alexandre, j'ai parcouru votre livre unique. De votre point de vue, c'est réellement la non prise en compte des individualités aujourd'hui qui freine l'attractivité des grandes entreprises ou des entreprises en général? Je pense que globalement, le monde de l'entreprise reste quand même un monde un petit peu à part qui pousse un peu les individus à la schizophrénie. Parce que si on se regarde à 8h59 et qu'on se regarde à 9h01, on est très différents. Il y a des rites, des us et coutumes en entreprise qui ne sont pas ceux de la vie de tous les jours. Le rapport qu'on établit avec son management et avec la communication en général n'est pas la façon de faire de tous les jours. Et l'autonomie qui nous est laissée dans un monde où les médias sociaux, les smartphones nous ont permis de communiquer, créer, collaborer un peu comme on l'entend, est quand même encore extrêmement contraint, régi par des règles que très souvent les gens ne comprennent pas. Et donc l'entreprise reste un monde un petit peu à part, et le monde du travail en général, là où 1000 industries ont disrupté, le travail finalement n'a pas disrupté. C'est toujours essentiellement un moyen de gagner sa vie. Et je pense que ça le restera. Mais si c'est d'abord un moyen de gagner sa vie, avant d'être peut-être une façon de contribuer à un projet, de contribuer à un collectif, de faire comme Hannah Arendt le disait, de devenir finalement des humains agissants qui, par le travail, arrivons à exprimer nos talents, répondant à nos aspirations personnelles, à nos aspirations sociales. Tant qu'on ne craque pas finalement notre vision du travail et qu'on ne regarde pas le travail différemment, quelque part on dépensera des millions d'euros en conduite du changement, en essayant de faire que les gens soient plus engagés, on va engager des Chief Happiness Officers et compagnie, mais en fait c'est le pansement sur des jambes de bois. Le vrai truc, c'est finalement d'aligner ce que les gens vont faire tous les jours au sein de l'entreprise avec vraiment leurs aspirations personnelles, qui ils sont. Et si on comprenait ça et si on craquait un petit peu justement l'entreprise et le monde du travail en général pour aligner ce que les gens sont avec ce qu'ils vont faire, je pense que naturellement la question de l'attractivité se poserait très différemment parce qu'on envisagerait le travail comme une façon de contribuer à la société. Et je pense que dans un monde où tout change, où on nous dit que les IA vont remplacer une grande partie de nos activités et autres, c'est quand même le moment ou jamais de se poser la question pourquoi on vient bosser le matin et quel est notre rôle en tant qu'humain dans l'entreprise et comment on peut arriver à faire ça ensemble. Et c'est la question qu'on pose à tous nos recrues. Charlène, je vous voyais hocher de la tête au propos d'Alexandre. Vous avez bénéficié du programme d'intrapreneuriat de ALD Automotive, filiale de la Société Générale. Un rebond sur les propos d'Alexandre, en quoi ça vous a fidélisé finalement? Oui. En fait, ce sera un rebond sur les propos d'Alexandre et de Frédéric, je crois. En fait, avant de commencer ce projet d'intrapreneuriat,
Pour vous dire en une phrase en fait en quoi ça consiste, nous sommes une start-up interne, plus largement groupe Société Générale, parce que mes 2 autres collègues sont du groupe Société Générale. Et donc cette start-up, elle vise à aider les étudiants entrepreneurs qui ont un prêt étudiant et qui souhaitent créer leur start-up juste après leurs études à avoir 2 ans de pause sur ce prêt étudiant pour leur laisser le temps de commencer leur projet. En fait, moi, je pense que ça répond en tout cas à nos aspirations personnelles, en tout cas pour ce projet-là, d'une part, et ça participe aussi, on nous permet aussi de participer à la vision, en fait, à la vision future du groupe Société Générale. Donc c'est pour ça que je vais rebondir sur vos 2 thèmes. Pourquoi la création de la vision ? Parce que Société Générale en fait aimerait être une banque aussi plus axée sur les jeunes entrepreneurs. Voilà. Et donc c'est l'objet de notre projet. Et la deuxième chose, c'est que ce projet-là, en fait, le point commun qu'on a entre nos 3 collègues, qui sont de 3 départements très différents, c'est qu'on a envie d'aider les jeunes en fait. On a envie d'aider les jeunes et quelle que soit la problématique. Et là, on a eu un sens énorme en fait à ce projet. Moi, avant, j'étais dans un département de leasing automobile, gestion de flotte. Intéressant, mais c'est pas ma passion, je vais être honnête. Mon autre collègue était plus dans un département financier, et le 3e plus dans un département lié au digital, en fait. Voilà. Et là, on s'est dit qu'on a l'occasion, en fait, de faire quelque chose pour pouvoir aider ces jeunes. Donc, pour nous, il y a ce côté nous permettre de développer nos aspirations personnelles sur le lieu du travail et pour la stratégie aussi de se dire eh bien, si on peut aider à contribuer à l'évolution de l'approche commerciale du groupe ou de l'expérience utilisateur ou des produits digitaux, eh ben, on le fait. Et on l'a fait parce qu'en moins de 6 mois, on a développé un produit, on a développé des partenariats, on a développé une approche commerciale assez intéressante. On a été en fait en face de nos utilisateurs, on est allé les interviewer pendant plus d'1 mois. C'était secouant, mais on a appris énormément et ça, je pense qu'on n'aurait pas pu le faire si on était resté dans nos postes respectifs en fait. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y a cette volonté quand même de faire bouger les choses dans le secteur financier. Ok, voilà. J'ai noté. Suzanne, avec plein de clients sur aussi des problématiques aussi variées que le recrutement, la marque employeur, la communication RH, etc. Une agence 360 qui a peut-être un point de vue 360, ça serait lequel ? Déjà, j'ai un premier constat, c'est qu'aujourd'hui, je pense que quand on est ou dirigeant de l'entreprise ou DRH, on est hyper sollicité justement par plein de solutions, plein de techniques, des apps en tout genre, etc. On voit bien que le nombre de startups dans le sujet DRH se développe chaque semaine. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, la fidélité des collaborateurs, elle dépend, il y a 5 fondamentaux. On en a évoqué une partie. Je pense qu'il y a le premier qui est celui de la vision. Ça paraît un b.a.-ba, mais en fait, c'est pas souvent le cas. En tout cas, c'est pas systématiquement le cas. Et derrière l'idée de la vision, il y a effectivement cette volonté de pouvoir la co-construire, mais surtout derrière d'en être acteur. C'est-à-dire que là, quand on constate les boîtes qui fonctionnent, celles où on a les meilleurs taux d'épanouissement, de satisfaction, et souvent, effectivement, on retrouve ça dans des startups, c'est parce qu'à un moment, on a des patrons qui ont dit, les gars, le but, c'est d'aller ici, voilà les 3 grands objectifs, et maintenant, chacun va avoir un sous-objectif. Et donc, mécaniquement, on se sent engagé, acteur du futur de son entreprise. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la notion du management. On ne l'a pas forcément évoqué jusqu'alors, mais je pense que c'est crucial. Et aujourd'hui, on est malheureusement dans une société dans laquelle beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations de management sans être formées, sans être accompagnées. Et c'est problématique. Voilà. À la question « Pourquoi est-ce que tu pars ?», je n'ai pas un chiffre exact, mais je peux m'engager sans aucun problème à dire que dans 80% des cas, il y a toujours une question de manager. Ensuite, il y a un sujet qui est celui de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est un élément pareil essentiel. C'est-à-dire que la reconnaissance, c'est pas qu'une question de fric, c'est pas une question de titre, de poste, mais c'est à un moment effectivement toute une somme d'attention qui permet justement aux collaborateurs de pouvoir se sentir utiles et contributeurs du succès de son entreprise. Et puis après,
2 autres éléments que sont l'expérience. Dans l'idée d'expérience, il y a tous ces moments où il y a une satisfaction rationnelle, mais aussi très émotionnelle, beaucoup d'attention. Et le dernier, et non des moindres, celui du sens et de l'intérêt. Vous disiez justement tout à l'heure, parce que l'on avait envie d'eux, ce qui fait qu'à un moment, les gens restent, c'est qu'ils trouvent justement une satisfaction dans l'exercice, et ce que tu disais exactement tout à l'heure, de leur contribution au quotidien. Merci. Charlène, lors de nos échanges, vous m'aviez parlé d'ALD Talent et d'ALD Way. Peut-être c'est peut-être une illustration concrète pour la salle d'un dispositif qui est plutôt efficace. En quelques mots. Oui, donc ça c'est plus spécifique en fait à la filiale ALD Automotive. Ils ont développé un programme de talent international. Parce que le groupe ALD Automotive est constitué de 43 pays. Donc l'idée, c'est d'identifier, donc que toutes les équipes RH des différents pays identifient les talents de leurs différentes entités et leur permettent de travailler ensemble sur des projets d'innovation en relation avec la stratégie du groupe. Donc ils se rencontrent assez régulièrement. Et donc le comité exécutif leur donne des objectifs à atteindre et ils doivent en 3 mois en fait développer des projets innovants ou disruptifs par rapport à la stratégie, bien sûr. Voilà, et vraiment, ça leur permet aussi de travailler en mode start-up et d'acquérir des méthodologies différentes de celles qu'ils utilisent au quotidien. Et surtout, ça leur permet aussi de s'identifier dans chacun des pays, parce que c'est quand même assez... Enfin, c'est 6000 personnes, mais qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Et ça permet de créer des ponts, en fait, entre chacune des filiales. Voilà. Et de faciliter d'autres projets à venir au niveau international. Olivier, vous êtes le candidat idéal pour rebondir. Vous avez réalisé en interne un challenge d'open innovation auprès des collaborateurs. En quoi les modes de travail collaboratifs, les modes de travail en mode projet, les modes agiles changent la donne aujourd'hui ? Alors moi, je suis effectivement de l'autre côté par rapport à Charlène. Charlène est intrapreneuse, si je comprends, dans un groupe financier. Et moi, dans un autre groupe financier, j'anime des dispositifs d'innovation participative et d'intrapreneuriat. Alors, le mode collaboratif est évidemment à ses vertus, mais peut-être avant d'y revenir, finalement sur les idées, puisqu'on est en train de vous pitcher aujourd'hui, nous le constat, il est quand même, et comme partout ailleurs, je pense, qu'on est nombreux à avoir des idées, à vouloir les faire entendre et à les porter si elles sont écoutées. Mais bien souvent, la structure où on se trouve ne permet pas facilement, effectivement, d'être entendu et d'obtenir dans la foulée des moyens pour porter son projet jusqu'à sa naissance. Et donc là, l'ambition, elle est bien de dire il y a un lieu dans l'entreprise où vous pouvez être écouté, si vous avez une idée utile à l'entreprise, un lieu où vous pourrez être mis en relation avec d'autres expertises nécessaires à la naissance de ce projet, parce qu'on n'est en général pas seul si on veut effectivement réussir à aller jusqu'au bout, et puis des moyens pour effectivement vous permettre d'être, je reprends le terme, acteur effectivement du projet. Le but n'est pas de le confier à d'autres s'il est bon, mais que vous soyez celui qui, avec d'autres, le porterait. Et donc effectivement, chez CNP Assurance, dans le dispositif Open Innovation, ce que nous avons constaté, c'est que la difficulté n'est pas avant tout de générer des idées ou des bonnes idées. Qui a des bonnes idées dans la salle ? Tous. Vous êtes tous là parce que vous avez de bonnes idées, vous pitchez. C'est pas que ce soit simple, mais il nous semble que la vraie difficulté, c'est de réunir ensuite les conditions pour que vos bonnes idées, si elles sont retenues bien sûr, vous puissiez les porter, les incuber jusqu'à leur naissance, pour de vrai. Et donc, ce qui nous paraît intéressant dans le dispositif que nous mettons en place depuis maintenant 2 ans, c'est de réunir 5 types de conditions. Il y en a une qui est de la formation, parce qu'on n'a pas tous un métier qui fait qu'on est un expert de la conduite de projet. Donc on va former effectivement ces talents de l'entreprise depuis comment pitcher, parce qu'on a vu que ce n'est pas un exercice très simple, pourtant tous ceux que j'ai entendu pitcher l'ont fait avec brio, donc je pense qu'ils sont bien préparés, mais comment pitcher, comment faire au bout du scope un BP, au milieu, comment savoir gérer le projet, être en mode agile, effectivement. Donc ça, la formation, c'est important, ça n'est pas suffisant. Il faut, dans notre conviction, avoir un coach, quelqu'un qui, au quotidien, va vous épauler, effectivement, pour avancer, mais je dis bien pour vous coacher, pas plus. Un mentor, de notre point de vue, est important. Un mentor qui, chez CNP, est plutôt un cadre de direction qui va être facilitateur, qui va ouvrir des portes, qui va aussi un peu challenger l'avancée du projet. C'est un élément important. Du temps libéré.
Ça a été une vraie bataille en interne, mais effectivement, on peut désormais libérer dans les agendas des collaborateurs qui sont retenus pour incuber 20% de leur temps. Et effectivement, c'est une belle avancée parce que on parlera tout à l'heure peut-être d'équilibre vie privée et vie professionnelle. Et même si on veut porter avec force son projet, c'est pas toujours simple si on doit le faire que le soir ou le week-end. Donc du temps libéré. Et puis dernier point, c'est un peu d'argent aussi. Ça compte bien sûr, et notamment lorsqu'il faut faire appel à des startups ou à des prestations extérieures. Donc toutes ces conditions réunies permettent effectivement, on l'a vu en interne au travers de différents challenges, de passer d'une idée à un projet implémenté pour de vrai. Et chez nous, c'était surtout au service on va dire, des assurés, pour faire simple. Voilà. Et j'en finirai peut-être sur ce point, sur le fait que, en tout cas, la moitié des projets incubés ont vu le jour. C'est plutôt, on trouve un ratio pas mal. Et nos collaborateurs en sont sortis vraiment enthousiastes de ces processus, on va dire, d'intrapreneuriat, je pense, comme Charlène, parce qu'ils ont appris beaucoup de choses. C'était très enrichissant. Ils ont été vraiment valorisés, et en interne et en externe, même, à travers la communication sur les réseaux sociaux, la participation à des manifestations professionnelles. Donc c'est vrai qu'en termes de valorisation des temps et de visibilité, c'était aussi une très belle aventure. Et d'ailleurs, certains d'entre eux se sont eu proposer des postes, d'autres postes en sortie, puisque effectivement, ils avaient pu démontrer tout le talent qui était les leurs dans leur poste ou en dehors de leur poste, puisque certains portaient des projets qui n'avaient rien à voir avec le poste qu'ils occupaient effectivement au quotidien. Merci. Alexandre, une petite question piège. Talentsoft a une croissance quasi exponentielle. Au sein de votre entreprise, qu'est-ce que vous avez mis en place pour prendre justement en compte les envies des talents et les aspirations individuelles de chacun ? Une fois n'est pas coutume, moi j'ai commencé par ce qu'on a raté, parce que tout le monde parle toujours de ce qu'on réussit, mais en fait on rate plein de trucs et on n'en parle jamais. Alors qu'en fait, ce qui est intéressant, je vais rebondir directement sur ce que tu disais. Moi j'ai fait une énorme erreur à un moment donné dans Talentsoft, c'est que je suis parti un peu de ce tous intrapreneurs. Et en fait, vu que moi j'ai plutôt une âme d'entrepreneur, je pensais que c'était un cadeau à faire aux gens, de libérer leur énergie, de leur dire qu'est-ce que tu veux entreprendre et tout. J'ai mis beaucoup de gens très mal à l'aise en fait. Parce qu'il y a des gens qui viennent le matin et qui ont une âme d'exécutant. Et quand on parle d'exécutant, tout de suite on se dit « Oh, il va fort, c'est un gros mot ». Mais en fait, c'est très bien d'être un exécutant. Heureusement qu'il y a des gens qui ont l'envie d'exécuter le rêve, le projet d'autres personnes. Et donc, ça, c'est une première chose, c'est que l'une des erreurs qu'on a commises, mais que l'on a réparées, je crois, depuis, ça revient au respect des individualités. C'est d'abord d'essayer de comprendre qu'est-ce que les gens viennent chercher au travail. Et plutôt que de partir sur des dogmes, même avec une dictature du bien, comme on va libérer les énergies de tout le monde et tout le monde va être intrapreneur, en fait, on revient à la notion du management. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que le management est cœur, effectivement, comme tu le disais, dans l'expérience de travail. Parce que finalement, il y a une centaine d'années, un manager, c'était quelqu'un qui était chargé de faire appliquer des solutions qui étaient pensées en plein terrorisme par le bureau du travail. Et il y avait des exécutants à qui on ne demandait pas de réfléchir, mais juste de dérouler une solution. Et ça marche évidemment plus, puisque le rythme d'apparition de nouveaux problèmes plus complexes pour lesquels on n'a jamais élaboré de solution fait qu'un manager, c'est quelqu'un qui est créé comme quelqu'un qui ferait un casting pour un film, de créer une équipe, de réunir des talents, de comprendre comment ils vont travailler ensemble, qui va intervenir sur quoi pour résoudre des problèmes auxquels on n'a jamais été confronté. Et donc, un vrai manager, c'est quelqu'un qui est à l'écoute des gens, qui est finalement dans une approche qui pourrait sembler individualiste, où vraiment il va respecter, personnaliser la relation à chacun, mais en même temps, il doit créer une âme d'équipe. Il y a un millier de films qui parlent de ça, de Ocean's 11 aux Avengers, en parlant par je ne sais quoi. Tout Hollywood ne parle que de ça, de cet assemblage de talents. Mais le problème, évidemment, c'est que les managers, ils sont essentiellement nommés parce qu'ils ont été bons dans leur domaine. Donc nous, l'erreur qu'on n'a peut-être pas commise, c'est qu'on a créé vraiment des filières d'experts. Il y a des gens qui sont rentrés chez Talentsoft au premier jour, et vous savez quoi ? Ils sont toujours pas managers. Un architecte, eh ben, il fait quoi ? De l'architecture logicielle. Il manage personne, mais il vient le matin et il fait ce qu'il préfère faire. Et croyez-moi, c'est quand même un héros chez Talentsoft. Et à côté de ça, il y a des gens qui ont envie de développer d'autres personnes, qui ont envie d'être à la tête d'une équipe. Et donc finalement, au milieu de toutes les erreurs qu'on a pu commettre, il y a une chose, je pense, qu'on n'a pas perdue dans notre croissance et qui reste, à mon avis, clé dans la croissance de toute entreprise. C'est cette vraie envie de découvrir qu'est-ce que chacun a envie de faire et quelle place on pourrait faire dans l'organisation pour que justement ça lui corresponde. Donc plutôt que d'être que organization driven et de se demander comment les gens vont rentrer dans des cases, parfois c'est pas mal de se dire voilà les gens qui sont là et avec ce casting-là, eh ben, quelle organisation je pourrais bâtir pour qu'en fait la mayonnaise prenne.
Et ça, encore une fois, c'est l'attention à l'humain. Mais l'attention à l'humain, ça s'apprend aussi. Donc, il y a pas mal de choses à revoir, quoi. J'ai envie qu'on m'aime. Suzanne, parmi tous vos clients, est-ce qu'un petit cas d'usage ou quelque chose d'innovant, d'original, particulièrement efficace, justement, sur la transformation du management, la façon de voir la fidélisation, de recruter ? Alors, je ne vais pas forcément parler d'un client, mais vous avez sûrement tous lu ce matin justement l'annonce donc de ce regroupement de 16 grandes entreprises qui ont signé justement une charte pour s'engager à développer et faire reconnaître davantage le mécénat de compétences au sein de leurs entreprises. Et typiquement, je pense que c'est un super levier de fidélisation. C'est quand même à l'initiative donc de la Fondation SNCF. Derrière, c'est des très grosses boîtes qui ont signé. Et en fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que on voit que l'engagement individuel, à un moment, parce que c'est vraiment une question de personne, c'est moi ce qui m'anime, c'est telle activité ou c'est contribuer à aider des jeunes par exemple, que cet engagement justement individuel soit reconnu comme un moteur de croissance. Donc voilà, c'est pas un cas forcément client, mais c'est un vrai cas d'actualité que je trouve intéressant aujourd'hui à garder en tête. Ensuite, dans les méthodes en tout cas qui fonctionnent, je trouve que la méthodologie OKR, pour le dire en français, que tu dois certainement avoir chez toi, je pense, qui s'appelle Objective and Key Results, qui est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de partir d'une sorte de méta-objectif de l'entreprise et ensuite de le segmenter en différents sous-objectifs et de voir comment chaque individu souhaite contribuer et être lui-même porteur d'un projet. Et on va suivre du coup sa performance au travers d'objectifs chiffrés qu'on va suivre régulièrement. Du coup, il y a un vrai, je pense que c'est un vrai moyen de pouvoir se révéler et voir son travail reconnu et c'est satisfaisant. Et puis ensuite, je pense qu'il y a un autre élément qui est celui, c'est un basique, hein, mais c'est pareil, c'est souvent mal fait, c'est celui de la com interne. Et en fait, la com interne, pour moi, ça fait partie vraiment des fondamentaux qui font qu'on décide de rester ou pas dans une boîte. C'est-à-dire que, évidemment, je prône la transparence, mais à un moment, des fois, la transparence, elle n'est pas bonne. En tout cas, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon canal, c'est pas, etc., etc. Et je pense que, voilà, aujourd'hui, il y a trop de boîtes qui sous-estiment cet élément-là, qui est justement un des leviers, à mon avis, de fidélisation des talents. Frédéric, vous avez un groupe multi-pays, multi-métiers, multi-marchés. Comment intégrer cette valorisation de l'individu, cette transversalité ? Est-ce qu'il y a un dispositif que vous pourriez nous citer ? En fait, j'aimerais revenir sur 3 exemples, mais je vais les faire assez courts. Je crois, quand je résume tout ce que j'entends, il y a 2 critères. C'est comment j'implique les collaborateurs dans une vision qui n'arrête pas de changer. Donc, comment je me sens acteur de ce qu'emmène l'entreprise. Et de l'autre côté, comment je permets aux collaborateurs de soit rester dans un rôle d'expert, soit d'exprimer un leadership. Mais leadership, ça ne veut pas simplement dire gérer des gens, ça peut être gérer des sujets et emmener des sujets dans l'entreprise. Donc, je prends 3 exemples exprès qui sont dans des environnements complètement différents. Ça peut aller de quand j'ai une équipe d'ouvriers dans une usine et que je décide d'avoir une sacrée empowered organization. Donc après, ça peut être du trustful, ça peut être empowered. On le définit comme on veut, mais c'est des gens qui ont envie de travailler ensemble le matin, qui se lèvent, qui arrivent et qui définissent ce qu'il leur reste à faire. Et bien, par exemple, c'est simplement d'utiliser des moyens. On a une usine qui l'a très bien fait, mais il y en a plusieurs maintenant. C'est quand on change une machine, on utilise les outils de digitalisation pour qu'en 3D, on leur propose des solutions avant que les nouvelles machines arrivent. Et du coup, des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs vont venir ensemble dans une salle vide, enfiler leurs lunettes 3D et regarder ce que veut dire ce nouvel outil. Et ça fait partie de la rétention des talents. Mais les talents, c'est tout le monde, c'est ceux qui sont motivés à contribuer à la valeur ajoutée de l'entreprise. Dans un autre environnement où on a des ingénieurs qui ont envie de réfléchir ou des gens qui ont envie de participer à une responsabilité sociale de l'entreprise, c'est aider grâce à des BISLab, des collaborateurs tous les ans à candidater sur des projets. Donc, par exemple, tous les ans, on accueille entre 50 et 100 projets, des collaborateurs qui, en dehors ou pendant leur temps de travail, on décide des budgets qu'on leur alloue, vont aider d'autres entreprises ou vont proposer des projets. Et en fait, le retour sur investissement, il est énorme parce qu'on va créer des projets qui peuvent servir à l'entreprise, on va relier l'entreprise à d'autres entreprises et créer un réseau. Et pour finir, on a aussi ces fameux talents qui dirigeront peut-être un jour notre groupe et qu'on veut tout le temps promouvoir. Et jusqu'à maintenant, on était un peu classique dans les grands groupes industriels. Il
la personne qui allait devenir exécutive allait dans tel programme, la personne qui allait devenir senior manager allait dans tel autre, celui qui devenait le premier niveau de manager international dans tel autre. Donc nous, chez Airbus, on vient de décider, et c'est un pari parce qu'il faut motiver les gens, il faut aussi changer les barrières, j'allais dire casser, mais non, surtout pas les casser, mais les modifier, les assouplir. C'est qu'on a décidé de prendre un risque cette année. Et les gens qui ont un talent en leadership humain, donc d'emmener les autres, on a décidé de les réunir dans des programmes avec un sens sur les new ways of working, sur la digitalisation, sur des nouvelles technologies, sur des thèmes différents, et de les inscrire dans les programmes en mélangeant les divisions, en mélangeant les fonctions et en mélangeant les niveaux. C'est-à-dire qu'on va retrouver un jeune ingénieur qui a 5 ans d'expérience professionnelle avec quelqu'un qui se prépare à diriger une division. Et ils vont être 50 dans le même programme, à se développer sur un thème qui les intéresse ou à aider leurs collaborateurs à se développer. Voilà. Et ces 3 exemples, je pense, qui reviennent là-dessus, c'est j'implique et je permets aux talents de s'exprimer, qu'ils soient techniques, qu'ils soient leadership. Merci beaucoup. Le timer me rappelle qu'il faut se presser. Donc, chacun à tour de rôle, en une phrase. Voilà, moi j'ai trouvé ces échanges très riches. J'aime beaucoup le côté les talents sont partout, chacun a son talent, pour rappeler un vieux livre qu'il faut faire fructifier. Voilà, en une phrase, les aspirations changent, les métiers changent, on voit l'innovation s'accélère. En prospectif, un peu pour l'avenir, quel sujet faire particulièrement attention pour anticiper ces changements et pour rendre les talents encore plus talentueux quelque part. Alexandre, je vous laisse la parole. En un mot, si ce que l'on nous dit est vrai et que, comme le dit une étude californienne, en 2030, 85% des jobs de ce moment-là n'existent pas aujourd'hui, le vrai sujet qui se pose à nous aujourd'hui, c'est pas de préparer les gens à une compétence particulière, c'est de préparer les gens à se mettre en situation d'être adaptable, d'apprendre en permanence, d'être capable de prendre des risques, de façon à s'adapter à une nouvelle économie, à une collaboration avec des intelligences artificielles, des robots, et tout ça, c'est l'avenir. Or, aujourd'hui, la prise de risque, que ce soit à l'école, que ce soit en entreprise, n'est pas encouragée. Donc, je pense qu'il y a un vrai changement sociétal, un vrai changement culturel à opérer. Sinon, on ne sera pas prêt pour les enjeux de demain. Vous avez le droit d'essayer, mais vous n'avez pas le droit de vous tromper, c'est ça? Suzanne, un mot? Un mot, dans ce qu'on entend effectivement sur le futur du travail, on entend aussi le fait que probablement demain, très rapidement, on n'aura pas un employeur, mais plusieurs, qu'on partira, qu'on reviendra. En synthèse, je pense que pour moi, il faut vraiment qu'on traite nos collaborateurs comme de véritables clients. Et aujourd'hui, quand on regarde justement les boîtes qui connaissent des super croissances, je prends par exemple en Amazon, pour pas le citer, ce qu'on retient, c'est que là où la différence est faite, c'est sur le service. Donc moi j'ai envie de dire juste développons vraiment une offre de service à destination de nos collaborateurs. J'ai envie de dire d'avoir en permanence en tête l'équation suivante qui est facile à poser mais qui est un défi permanent à résoudre. C'est chaque collaborateur, l'aider à être conscient du défi économique qu'il joue dans l'entreprise lui-même et comment il l'amène, et comment faire qu'on a envie d'aller au travail tous les matins et faire attention à la partie très humaine. Et donc, quand on couple les deux, mais il n'y a pas de recette, c'est un entretien permanent, un travail de tous les jours, c'est à former chaque leader à le faire ou accepter qu'il n'est pas capable de le faire et dans ce cas-là, lui proposer des jobs qui lui vont beaucoup mieux. Olivier ? C'est vrai qu'on pourrait citer, je ne sais pas, mais l'aplanissement de l'organisation pour plus d'agilité ou de rapidité à prendre des décisions. Mais il me semble effectivement que le manager dont on parlait a un rôle crucial parce qu'il n'est plus effectivement dans les aspirations contemporaines, donneur d'ordre. Je crois qu'effectivement, il est à l'écoute de chacun des collaborateurs. Il doit être effectivement celui qui donne du sens et surtout, je pense, celui qui est en posture de coach pour effectivement accompagner, poser les bonnes questions et permettre de grandir en autonomie dans son poste et en être adaptable effectivement plus facilement pour les métiers à venir. Charlène, le mot de la fin. Lourde de tâches. Moi, tout ce que je peux demander, en tout cas par rapport à ce que j'ai vécu, c'est déjà qu'il faut continuer ce genre de programme, intrapreneuriat, concours d'open innovation et autres, parce que
J'ai pu participer à plusieurs initiatives comme ça. Mais par contre, surtout, que les top managers en fait, de l'entreprise soient aussi sensibilisés et qu'ils aident à faire perdurer en fait, ce que les collaborateurs vont apprendre dans ce type d'événement, d'initiative, parce que personnellement, il n'y aurait rien de plus frustrant pour moi de retourner à mon poste d'avant. Avec tout ce que j'ai appris, j'ai découvert un nouveau métier, on a fait des erreurs, mais on en a appris, et on a réussi à développer quand même quelque chose aujourd'hui qui marche. Donc voilà, de pouvoir en tirer parti après pour le groupe, et aussi peut-être aider d'autres collègues qui n'ont pas eu la chance de vivre en fait ce que nous on a vécu, parce que franchement c'était unique. Voilà. Merci infiniment à tous pour ce partage que j'ai trouvé très riche et passionnant. Vraiment, merci.